Bonjour. Je vous ai parlé récemment de l'homme qui aimait trop Napoléon, Andoche Junot, de l'armée d'Italie de 1792 à 1796 et précédemment de Napoléon en Amérique, de Napoléon et les femmes et surtout de Désirée Clary, la petite Marseillaise devenue reine de Suède, sur laquelle j'ai écrit en 2015 un livre qui servit de base à un secret d'histoire présenté par Stéphane Bern, auquel j'ai eu le plaisir de participer. En cette période de commémoration napoléonienne, je vais évoquer aujourd'hui le sabre républicain de Napoléon, le maréchal Brune. Le marquis d'Albertas fronça le sourcil. Il paraissait soucieux et incrédule. Échaudé par les 100 jours qui l'obligèrent à quitter précipitamment Marseille, où il avait été nommé à la Restauration préfet des Bouches-du-Rhône par le roi Louis XVIII, il se montrait d'une grande prudence en retrouvant son bureau de l'hôtel Roux de Corse, siège de la préfecture. Il ne semblait pas y croire. Nous étions le 23 juin 1815. La France était à terre. L'écho du fracas de la chute de l'Ogre, comme l'appelaient ses ennemis, venait d'atteindre les rives de la Méditerranée. Mais les Marseillais étaient circonspects. Ils ne pouvaient pas croire que Napoléon, qui avait mis toute l'Europe à ses bottes, avait été définitivement vaincu le 18 juin, non loin d'une ville, Waterloo, dont ils n'avaient jamais entendu parler. Cela leur paraissait tellement invraisemblable. Le retour du marquis d'Albertas, qui traversa la ville dans sa berline ornée de fleurs de lys, en les saluant avec de grands gestes de connivence, confirma pourtant très vite cette folle rumeur. « Messieurs, dit-il avec courtoisie au personnel de la préfecture, je vous informe, en revenant ici, que je reprends désormais toutes mes fonctions administratives, mais je m'efforcerai de le faire sans rancœur, ni esprit de vengeance. » Sa première décision fut de proclamer pour la seconde fois Louis XVIII, roi de France, par la grâce de Dieu, et de rappeler Lord Exmouth, commandant les forces anglaises en Méditerranée. La seconde restauration s'ouvrait dans la ville au son des fanfares de sa gracieuse majesté britannique. Le 24 juin, les Marseillais, qui n'aimaient guère Napoléon, accusés d'asphyxier la ville à cause du blocus continental visant les Anglais, laissèrent éclater leur joie. Pour un grand nombre d'entre eux, l'Empire signifiait guerre et conscription, et il était temps de tourner la page. Les drapeaux tricolores sont arrachés des bâtiments publics, et partout fleurissent les drapeaux blancs. Malheureusement, la situation dégénéra rapidement. Le lendemain, des coups de feu sont échangés entre l'armée installée au Fort Saint-Jean et la garde nationale acquise aux royalistes. L'armée perd 145 hommes. Albertas tente de prôner l'apaisement et de calmer les royalistes les plus ultras qui attaquent violemment tous ceux suspectés d'avoir été bonapartistes ou républicains. Mais ni lui, ni le maire, le marquis de Montgrand, ne parviennent à empêcher les exactions et les assassinats. C'est ainsi qu'une dizaine de Mamelouks, ces valeureux combattants musulmans que Bonaparte avait ramenés d'Égypte 15 ans plus tôt, sont massacrés et jetés dans le port. La garde nationale se contente de repêcher les corps et d'enfermer les Mamelouks survivants et les réfugiés orientaux au château d'If, pour leur sécurité. D'anciens jacobins et tous ceux suspectés d'avoir été bonapartistes et fédérés sont pourchassés dans toute la ville. Certains sont sauvagement battus,
d'autres abattus comme des lapins. Ainsi, un menuisier bonapartiste est tué rue Tapis-Vert, un avocat assassiné de 10 coups de couteau, des commerçants, des gendarmes, des ouvriers sont lynchés. Les Corses, eux aussi, sont des cibles de choix. Le seul fait d'être corse ou d'avoir un nom à consonance corse peut conduire à la prison, comme cette brave poissonnière marseillaise, mais originaire de l'île de Beauté, dénoncée par l'une de ses concurrentes. Porter ostensiblement un N ou un aigle est passible de peine de prison. À Marseille, puis à Aix et dans toute la Provence, commence la terreur blanche. Jusqu'à la fin de l'année, on assistera à une véritable épuration sur fond de guerre civile. Et, au-delà, des bonapartistes, anciens de la Grande Armée et républicains, ce sont aussi les protestants et les juifs qui seront visés. Un vieux prêtre qui tente d'intervenir pour défendre un commerçant protestant dont le magasin est saccagé par une dizaine d'hommes est jeté à terre et roué de coups. Un jeune homme qui porte une kippa est pendu à un platane des allées de Meillan. Ces massacres royalistes feront à Marseille entre 250 et 500 morts. Près de 80 maisons sont pillées ou incendiées. Même si Louis XVIII s'applique à instaurer une monarchie tempérée, avec pour principal souci d'apaiser les esprits, les royalistes les plus radicaux, dont le midi de la France, tiennent leur revanche après des années de révolution et d'empire, et entendant bien châtier tous ceux qu'ils considèrent comme les ennemis du roi et de Dieu. Les nouvelles autorités, en place à Marseille, ne parviennent pas à s'opposer à ces représailles sanglantes. Le 28, le maire condamne ces actes, mais parle de provocation de la part des bonapartistes. De même, le comité royal provisoire justifie les massacres par la légitime exaspération des gens honnêtes et rejette la presque totalité des massacres sur les bonapartistes et les républicains. Dans le Var, la répression, menée par un groupe d'anciens officiers de l'armée de Condé, est habilement organisée. L'administration préfectorale et municipale est noyautée par les royalistes les plus radicaux. Et, après la terreur blanche de l'été, suivra la répression légale et dont le seul arrondissement de Draguignan, ce sont 50 habitants qui comparaissent devant la cour d'assises, près de 60 devant la cour prévôtale et des dizaines d'autres devant des tribunaux correctionnels, leur seul crime étant d'avoir été favorables à l'Empire et à ses institutions. Dans le Gard, des bandes royalistes exaltées, drainant dans leur sillage toutes sortes de malandrins, de voyous et d'illuminés, enchaînent les massacres dans les villages, surtout de protestants. Aux sentiments royalistes exacerbés s'ajoute le fanatisme catholique qui pousse au meurtre des protestants, mais aussi des juifs. L'arrivée du duc d'Angoulême, futur Charles X, venu rétablir l'ordre et la loi, allait suspendre momentanément ces crimes qui recommencèrent à son départ. La Provence vit donc dans un véritable climat de guerre civile où s'affrontent de part et d'autre des bandes incontrôlées, chacune se battant pour son propre idéal. Des milices locales, voire des maquis, se constituèrent. Dans les rangs royalistes, les unes groupées d'honnêtes hobereaux, désireux avant tout de rétablir l'appareil monarchique. D'autres étaient constituées par de simples brigands qui escomptaient une période d'anarchie pour mettre à sac les territoires qu'ils seraient en mesure de contrôler. Difficile, dans ces conditions, pour Louis XVIII de parvenir à ramener l'ordre, car il faut savoir que son frère, le duc d'Angoulême,
à qui il conféra les pleins pouvoirs dans le sud de la France, chaud partisan du retour à la monarchie absolue, drainait à ses côtés les plus exaltés et les plus ultras des royalistes, et qui ne firent que jeter de l'huile sur le feu. Il y a une trentaine d'années, des historiens ont fait des découvertes intéressantes qui apportent des lueurs nouvelles sur cette période agitée. Il semblerait qu'une petite partie de la noblesse locale caressa, dans le Midi, un rêve utopique qui fermentait depuis l'extermination des Cathares, la constitution d'un royaume du Midi, analogue à celui des comtes de Toulouse, royaume qui ne serait rattaché à la couronne de France que par un lien fédératif. Cette chimère fut véhiculée notamment par les Chevaliers de la Foi, une association secrète royaliste et catholique fondée en 1810 par Ferdinand de Berthier de Sauvigny, futur député ultra, qui souhaitait, disait-on, abolir les lois impies de la Révolution et punir le sacrilège. Cette association, qui avait pour objectif essentiel, durant le Premier Empire, le rétablissement de la monarchie, possédait en 1815 un groupe parlementaire quasiment à ses ordres à l'Assemblée, mais au fonctionnement secret et à la hiérarchie mystique. Un certain nombre de personnalités royalistes de premier plan y étaient affiliées, comme Jules de Polignac, le comte Alfred Louis de Noailles, François-René de Chateaubriand, le célèbre écrivain, et le comte de Villèle, nommé maire de Toulouse en 1815 par le duc d'Angoulême et qui sera en 1821 Premier ministre ultra-royaliste de la Restauration et s'illustrera par ses mesures conservatrices. Comme on le voit, la situation était donc délicate, et le rétablissement de l'ordre, qui s'avérait indispensable, ne pouvait qu'exacerber les rancœurs et les sentiments d'injustice de beaucoup. C'est dans ce contexte explosif de vengeance, de haine et d'intolérance qu'apparut celui qui demeure le plus célèbre des victimes de la Terreur blanche, le maréchal Brune. Il était le 9e de la promotion du 19 mai 1804 des maréchaux d'Empire, choisis par Napoléon parmi les généraux les plus distingués et dont le nombre avait été fixé à 16. La création du maréchalat d'Empire, qui plaçait si haut les principaux chefs militaires dans la hiérarchie sociale, fut l'un des moyens imaginés par Napoléon dès le début de son règne pour désarmer la fraction récalcitrante de l'armée en lui accordant de grandes satisfactions d'amour-propre. En avril, Brune reçut de l'empereur la difficile tâche de commander l'armée du Sud-Est. Il s'acquitta brillamment de sa mission, et même au-delà de ce qu'espérait Napoléon, puisqu'il lui resta fidèle après Waterloo. Il fit même jurer à ses troupes fidélité à Napoléon II, lorsque l'empereur abdiqua le 22 juin en faveur de son fils, en proclamant « Vive l'empereur Napoléon II! Vive à jamais la liberté française !» Aussitôt après, il se replia à Toulon pour empêcher que le port tombât entre les mains des Anglais. Il continua à hisser le drapeau tricolore dans la ville jusqu'à la fin juillet, provoquant la fureur des royalistes. Finalement, le 26, prenant conscience que tout était fini et que Napoléon II, l'infortuné duc de Reichstadt, était prisonnier en Autriche et qui n'avait aucune chance de succéder à son père, il résilia ses fonctions, accepta de faire allégeance à son concitoyen de Brive, le futur amiral Grivel, et au marquis de Rivière, commissaire extraordinaire du roi, et renonça donc au drapeau tricolore. Des sanglots dans la voix, il s'en expliqua dans un dernier message.
La patrie a droit à tous nos sacrifices. Elle ordonne que nous renoncions à ces drapeaux qui nous rappellent tant de victoires. Qu'ils reçoivent mes douloureux adieux. Le 31 juillet, le drapeau tricolore était donc descendu et retiré sur ordre du général Partouneau et de l'amiral Ganton. On peut noter à ce propos que l'on trouve dans les archives officielles un rapport anonyme de juillet 1815 dans lequel on peut lire « Ordre de faire saisir le maréchal Brune qui persiste à maintenir la cocarde et le drapeau tricolore à Toulon. » Cet acte de bravoure lui sera particulièrement reproché. Brune se rend ensuite à Paris pour rendre compte au roi de sa mission. Il se mit en route le 1er août, préférant la voie terrestre à la goélette que lui avait préparée l'amiral Grivel pour regagner la capitale par le Havre, ce qui n'était pas sans risque. Il faut savoir qu'il était très mal vu dans le Midi et que les royalistes se souvenaient de son passé révolutionnaire, sur lequel nous allons revenir, et qu'ils répandaient sur lui les plus odieuses calomnies. Guillaume Marie-Anne Brune est né le 13 mai 1763 à Brive-la-Gaillarde. Son père, Étienne, était avocat et son oncle officier de cavalerie et chevalier de Saint-Louis. Quant à sa mère, Jeanne de Viéban, elle appartenait à la petite noblesse corrézienne. Son avenir était tout tracé. Il serait magistrat. Il s'inscrit donc à l'école de droit et au collège de France. Mais le jeune homme n'est guère assidu dans ses études. Il préfère fréquenter les cafés et les tripots de la capitale. Dans les salles de jeu, il joue et perd des sommes considérables. Il fait alors des dettes, vit de plus en plus d'expédients. Ses parents lui coupent les crédits, et livré à lui-même, il végète et il n'a pas la volonté ni l'envie de remonter la pente. Toutefois, comme il lui faut bien se nourrir et se loger, il finit par entrer dans une imprimerie et devint ouvrier typographe, ce qui lui donne envie d'écrire. Il écrit et publie un voyage pittoresque et sentimental dans plusieurs provinces occidentales de France. Une œuvre en vers et en prose, sans grand intérêt, mais qui lui permet de faire autour des presses d'utiles connaissances. La Révolution éclate. Journalistes et pamphlétaires pullulent. Il se lie avec certains d'entre eux et finit par devenir éditeur et gazetier. Il achètera même une petite imprimerie grâce à quelques entrées d'argent et il fait la connaissance de quelques-uns des futurs grands leaders de la Révolution dont il embrasse très vite la cause. Engagé en octobre 1792 au 2e bataillon des volontaires de Seine-et-Oise, à 29 ans, il rejoint alors l'armée et là, ses véritables talents, insoupçonnés même de lui, se font jour. Il a un tempérament militaire et monte très vite dans la hiérarchie. Il est colonel en 1793, dans l'état-major du général Dumouriez, général en août, et il participe à la bataille d'Honschoote. Il s'illustre sur de nombreux champs de bataille, rétablit l'autorité de la République dans le Midi et l'Ouest, face aux monarchistes révoltés et aux actions des compagnies de Jéhu. Il participe également à la répression de l'insurrection royaliste du 13 Vendémiaire, aux côtés de Barras et du général Bonaparte, qu'il suit en Italie, où il se distingua notamment à la bataille de Rivoli. Brune, comme tous les chefs d'armée de la Révolution et de l'Empire, était avant tout un entraîneur d'hommes, mais il s'efforçait toujours de ménager le sang et la fatigue des hommes. Il ne demandait jamais rien d'inutile à ses soldats, et connaissait
par expérience personnelle, le langage et les gestes qui touchent le cœur des militaires. Comme Bernadotte, autre maréchal républicain avant de devenir roi, il avait mangé à la gamelle. Mais la bienveillance et la fraternité ne suffisent pas pour tenir une troupe en main. La sévérité est aussi quelquefois nécessaire. S'il était généralement bon et même indulgent avec ses hommes, ce que Napoléon lui reprocha un jour, il n'en était pas moins un sévère gardien de l'ordre militaire français et de son honneur. Il ne tolérait pas que ses hommes se comportassent en soudards et ne respectent pas la population civile, comme c'était quelquefois le cas dans les armées à cette époque. En 1798, lors de la prise de Fribourg, il avait promis aux habitants que leurs biens seraient respectés. Quiconque commettrait le moindre vol serait impitoyablement passé par les armes. Il tint parole. On fusilla même sur place un soldat qui était entré dans une maison pour prendre de l'eau en l'absence des propriétaires. En dépit de cette intransigeance, il était très aimé, et ses relations avec ses soldats étaient basées sur la confiance, l'affection et l'estime réciproque. Après le 18 Brumaire, en décembre 1799, il est l'un des principaux collaborateurs du premier consul et entre au Conseil d'État. Un an après, à la suite de la victoire de Marengo, Napoléon le nomme commandant en chef de l'armée d'Italie, en remplacement de Masséna. En août 1800, le sabre républicain de Napoléon s'empare de Vérone, de Vicence et signe l'armistice de Trévise. Enfin, il remporte de splendides victoires sur les Autrichiens, dont celle de Monzambano, à l'issue de la bataille de Pozzolo, mais jamais il ne renia ses convictions républicaines. Ce qui inquiétait un tantinet Napoléon, qui préféra l'éloigner de Paris en septembre 1802, en le nommant ambassadeur à Constantinople. Pour la petite histoire, on peut signaler qu'avant son départ, il accepte d'être parrain du fils de son ami, le général Dumas, qui deviendra l'immense écrivain Alexandre Dumas. Au fil des mois, le républicanisme ostentatoire de Brune déplaît de plus en plus à Napoléon, même si, devenu empereur des Français, il le désigne en mai 1804 maréchal d'Empire et le fait également grand aigle de la Légion d'honneur. Brune continue à se couvrir de gloire au service de l'empereur et de la France, et il est récompensé par de nouvelles distinctions. Napoléon le fera même pair de France et comte de l'Empire. Pourtant, en dépit de tous les honneurs qu'il lui accorde, il continue à prendre ombrage des opinions politiques de Brune, qui, malgré sa fidélité, reste droit dans ses bottes et ne renonce pas à ses convictions. Finalement, l'empereur prend le premier prétexte pour le faire tomber en disgrâce qui durera jusqu'aux 100 jours. Et à sa mission délicate à la tête de l'armée du Sud-Est, dont il s'acquitta avec succès. À Sainte-Hélène, Napoléon regrettera son comportement envers Brune, et de ne pas avoir utilisé ses talents et ses ressources avec sagacité. Il dira de lui dans le mémorial: « C'était un dépredateur intrépide, et j'ai eu tort de ne pas me confier au maréchal Brune en 1815. Il connaissait tous les vieux de la Révolution. Il m'aurait organisé facilement 25 000 ou 30 000 fédérés qui eussent dominé la défection des chambres. » Ce 1er août 1815, le maréchal Brune prit donc le chemin de Paris
accompagné de ses 3 aides de camp, Allard, Bourgoin et le capitaine de Gand, de son secrétaire, Le Guen, et du général de Lauverdeau. Très vite, il dut pourtant se rendre à l'évidence. Traverser la Provence, monarchiste, n'allait pas être une partie de plaisir. Lors de la traversée d'Aix, il est reconnu par une bande royaliste en armes, menacé et insulté. L'intervention de cavaliers autrichiens lui permet de reprendre la route. Le lendemain, il décide de continuer par la route directe avec Bourgoin et Allard. Son convoi étant réduit à 2 voitures, une calèche et un cabriolet, il arrive le 2 août au matin au pied des remparts d'Avignon afin de changer de chevaux au relais de poste situé sur la place de Loul. Ses papiers sont examinés à la loupe par le très zélé capitaine Verger. Son équipage est bloqué pendant assez longtemps pour qu'il soit reconnu par une troupe d'insensés qui se décorait du nom de royalistes. La formule n'est pas de moi, mais de l'abbé Arbelot qui assistait à la scène. La nouvelle de la présence du maréchal républicain se propage rapidement dans toute la ville pendant que l'on change les chevaux et un attroupement de plus en plus menaçant se forme autour de lui. Bientôt, la voiture de Brune est prise directement à partie par une foule toujours plus nombreuse et excitée. Elle est bloquée devant l'hôtel du Palais-Royal, contigu au relais de poste. Le maréchal ne s'inquiète pas pour autant, et comme il commence à avoir faim, il réclame quelques bonnes pêches de Provence à déguster avant la fin des formalités. Aux apostrophes virulentes et aux insultes, il répond calmement et avec humour. Mais la foule de plus en plus nombreuse ne partage pas son sens de l'humour et devient encore plus vindicative. L'épouse de l'aubergiste du Palais-Royal, la dame Molin, craignant le pire, le supplie d'entrer à l'intérieur. Il hésite, puis, prenant conscience du danger, lorsque des fusils et des fourches se dressent soudain dans sa direction, il finit par obtempérer. Il était temps. Des pierres et divers projectiles commençaient à pleuvoir sur lui. Le nouveau préfet, le baron Louis-Marie de Saint-Chamond, arrivé le matin même à 6 heures à l'auberge, descend aussitôt à sa rencontre et lui conseille instamment de se réfugier dans son appartement pendant qu'il se rendra sur la place auprès de la foule pour tenter de la calmer. Les esprits semblent bientôt s'apaiser, mais il comprend que ce n'est que momentané, et il revient rapidement à l'auberge pour demander au maréchal de quitter sans délai Avignon, car les risques d'une émeute imminente sont trop importants. Brune, qui n'est pas homme à reculer devant le danger, refuse dans un premier temps, puis se rend aux arguments du préfet qui lui promet de lui faire parvenir son passeport par un gendarme. C'était sans compter sur la foule qui ne semble pas accepter ce départ, et le préfet doit de nouveau parlementer avec elle. Finalement, les 2 voitures repartent, mais poursuivies à l'intérieur des remparts, poursuivies par des hordes d'individus hurlants. Pour sortir de la ville, les voitures coupent par l'intérieur des remparts, permettant aux émeutiers de les bloquer à nouveau. La calèche du maréchal est criblée de pierres. Une quinzaine d'hommes armés se jettent à la tête des chevaux en criant « À mort! Au Rhône! À mort l'assassin !» Prévenu, le préfet arrive aussitôt, suivi de son conseiller Boudard, du commissaire de police Brécy Poutinçon et du capitaine Verger qui rapporte enfin le fameux passeport. Tous tentent de faire entendre raison à ces hommes pris à tous les excès, mais sans grand résultat. Le préfet est bientôt rejoint par quelques notables avignonnais, dont Armand de Robert d'Aqueria, marquis de Rochegude,
membre important et responsable des chevaliers de la foi à Avignon. L'attitude du marquis sera ambiguë durant les événements qui vont suivre, puisqu'il soutiendra les insurgés tout en condamnant les violences. Soudain, un portefaix saisit le fusil d'un garde national et le pointe sur le maréchal. La situation semble critique. Une fois encore, pourtant, Brune ne s'affole pas et garde son calme et son sang-froid, tandis que le préfet somme le portefaix de baisser son arme. Mais la tension est extrême, et des coups de feu fusent. Il faut absolument retourner le plus vite possible à l'auberge. Brune se laisse convaincre. Contraint à descendre de son siège, le postillon, blessé à la tête, tire ses chevaux par la bride, tandis que Verger, épée à la main, s'efforce à frayer un passage au convoi. Arrivés tant bien que mal devant l'hôtel, tous se précipitent alors à l'intérieur pendant que les portes sont promptement fermées. Bientôt, le toit même de la maison est chargé d'hommes vociférants qui ponctuent leurs menaces de vigoureux « Zou, zou !» à la mode méridionale. Brune se réfugie à nouveau dans la chambre du préfet. Mais une partie des émeutiers, estimés à plus de 3000, commence à enfoncer les portes. L'aubergiste Molin invite alors le maréchal à grimper au plus vite au premier étage. C'est alors que Guillaume Puy, le maire d'Avignon, prévenu de ces événements tardivement, arrive, ceint de son écharpe, et courageusement se met en travers de la porte d'entrée et interpelle les émeutiers, dont certains sont en train d'accumuler des fagots pour mettre le feu à l'hôtel. « Braves Avignonnais, venez à mon secours, empêchez que la ville d'Avignon ne soit souillée de nouveaux crimes. » Malheureusement, malgré ces suppliques pathétiques, il n'est guère écouté et copieusement insulté et menacé. Il n'a alors d'autre solution que de rejoindre le préfet à l'intérieur. C'est d'ailleurs la première fois qu'il le rencontre, et c'est dans des conditions pour le moins insolites. Saint-Chamond l'avertit qu'il vient de donner ordre au major Lambeau, officier de gendarmerie, de rassembler tout ce qu'il y avait de forces armées en ville pour rétablir l'ordre. Surpris, Guillaume Puy l'informe d'un air navré que malheureusement les gardes nationaux, les chasseurs du duc d'Angoulême et les fantassins du royal Louis sont bien plus disposés à seconder l'émeute qu'à la réprimer. On peut compter seulement sur le corps des gendarmes qui se veut honnête et impartial en toutes circonstances. Mais Lambeau juge plus prudent, pour éviter toute provocation, de faire reculer les gendarmes qui peu à peu sont remplacés par les gardes nationaux, lesquels partagent les sentiments hostiles des plus virulents envers le maréchal. Les gardes nationaux font mine de charger la foule qui fait mine de reculer, mais personne n'est dupe de leur connivence. Le maire d'Avignon décide alors de placer devant l'hôtel une trentaine de personnes de confiance prêtes à défendre le maréchal. Et courageusement, sans écouter les conseils de prudence du préfet, il tente une nouvelle fois d'entamer le dialogue avec ces enragés qui recherchent un bouc émissaire et le trouvent dans ce haut dignitaire de l'Empire et ancien soldat de la Révolution. Brune est incontestablement le bouc émissaire idéal. Mal protégé, le maire courageux est aussitôt bousculé, jeté à terre et roué de coups. Lambeau lui vient en aide, mais comme pour justifier cette violence, il lance à son adresse et à celle du préfet « Qui sème le vent récolte la tempête !» De son côté, l'un des forcenés réplique « L'an dernier, si on nous avait laissés, nous aurions tué Bonaparte !» Il faut se souvenir que lors de son passage en Avignon, en route vers l'île d'Elbe, Napoléon n'avait eu la vie sauve que grâce au sang-froid d'un capitaine de la garde urbaine, Louis Montagnat.
Dans une dernière tentative pour faire retomber la tension, le préfet propose aux émeutiers de confier la garde de Brune au peuple. Celui-ci entend les propos menaçants à son égard. La gorge sèche, il demande alors à la dame Molon du vin de Bordeaux et une carafe d'eau. Et il lui demande aussi de lui apporter ses pistolets restés dans la voiture, en affirmant qu'il se refuse à ce que la plus vile canaille porte à la main sur un maréchal de France, et préférant mourir de sa main que de celle de ses furieux. La tenancière n'osa pas aller chercher ses armes. Brune les réclama alors au préfet, puis au commandant de la garde nationale, Hugues, mais en vain. Furieux, il s'adressa alors à un sous-lieutenant de la milice nommé Boudon. « Donne-moi ton arme, tu verras comment c'est mourir un brave !» Alors que dame Molin lui apporte quelques ravitaillements de bouche, il écrit à sa femme qu'il prend certainement son dernier repas. Il vouait un amour passionné pour Angélique, qu'il avait épousée en 1794, bien que leur entrée en ménage remontât à plusieurs années avant la Révolution. Angélique, Nicole, Pierre étaient d'origine modeste et exerçaient la profession d'ouvrière brunisseuse sur métaux. Certains diront qu'elle était blanchisseuse, et on pense immanquablement à l'épouse d'un autre maréchal d'Empire, le maréchal Lefebvre, la fameuse Madame Sans-Gêne. Mais Angélique était discrète et n'avait aucun goût pour le monde, et quand son époux devint un grand dignitaire de l'Empire, elle ne fera à la cour que de rares apparitions. Sa seule ambition était de rendre son intérieur agréable à l'homme qu'elle aimait par-dessus tout, et remplissait sa vie d'autant plus qu'elle n'avait pas d'enfant. D'après la duchesse d'Abrantès, elle était simple et bonne, mais aussi très belle. Guillaume et Angélique restèrent toujours unis dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. Tandis qu'il terminait sa lettre destinée à son épouse, une quinzaine d'hommes entrent dans la chambre en vociférant sous la conduite d'un dénommé Soulier, Jean ou Jean-Marie Soulier, sur lequel nous reviendrons. Leur faisant face avec courage, Brune leur demande « Que me voulez-vous à la fin ?»« Nous voulons ta tête, à mort, à mort !» Tout va alors aller très vite. Un ouvrier taffetatier ouvre le feu sur le maréchal et le manque. « Maladroit !» dit seulement Brune, « de si près !» Un autre de ses forcenés lui tire à brûle-pourpoint, mais le coup ne part pas. Enfin, un troisième homme lui tire une balle dans la nuque avec sa carabine. Brune tombe foudroyée, face contre terre, dans une mare de sang. Il devait être environ 15 heures, et il faudra attendre 17 heures pour que sa mort soit déclarée à la mairie, une mort présentée aussitôt comme un suicide. Braves Avignonnais, cet homme-là s'est rendu justice lui-même, il est mort. N'imitez pas les cannibales de la Révolution. Retirez-vous, lança à la foule le major Lambeau. Immédiatement après, l'officier public ordonna son inhumation sans délai. Mais il était trop tard. Le corps du maréchal était traîné par une foule joyeuse dans les rues d'Avignon, puis jeté dans le Rhône par le pont de bois enjambant le fleuve. Bien des zones d'ombre subsistent encore aujourd'hui sur les circonstances de cette mort horrible, et nous allons tenter d'y voir plus clair. Tout d'abord, une première question se pose immédiatement. Qui a tué le maréchal Brune? Revenons au moment où une quinzaine d'hommes armés pénétrèrent dans sa chambre alors qu'il commençait à écrire à son épouse. Ils sont entraînés, semble-t-il, par Jean Soulier.
Le premier homme qui ouvre le feu sur le maréchal est le taffetatier Louis Fargue. Le taffetatier, autrefois, était un ouvrier qui fabriquait du taffetas, une étoffe de soie, alors utilisée comme ameublement et dans la confection des vêtements. Fargue le manqua, et c'est là que Brune le traita de maladroit. Mais en fait, il semblerait que Fargue le manqua parce que Brune détourna son arme d'un revers de main, mais la balle lui érafla le front, emportant une touffe de cheveux, puis elle vint se loger dans une poutre du plafond. Un second homme appuie ensuite son pistolet sur la poitrine du maréchal. Il pressa sur la gâchette, mais l'arme s'enraya. On ne connaît pas l'identité de ce second tireur, mais peut-être était-ce à nouveau Fargue dans une seconde tentative. Le troisième homme qui le visa et tira à bout portant dans son dos avec sa carabine et le portefaix Guindon, dit Roquefort. Du balcon, triomphant, il lança sous les hurlements de joie de la foule « À Coresfa ! La chose est faite !» Une plaque commémorative de cet assassinat ignoble a été apposée sur la façade de l'hôtel du Palais-Royal qui se trouve au 21 de l'actuelle place Crillon, ancienne place de la Comédie, près de la porte de Loul. C'est donc Guindon, le principal assassin du maréchal Brune, dont le cadavre, examiné par l'officier de santé Dominique Martin, portait 2 blessures, l'une située à la partie antérieure droite du larynx, l'autre entre les 2 épaules à la hauteur de la 4e cervicale. Il est bien évident que cet examen ne pouvait laisser planer aucun doute sur l'assassinat, bien que le juge d'instruction Piot et le capitaine Verger conclurent au suicide, sans doute pour étoffer l'affaire. Antoine de Carly parlera en 1942, dans un ouvrage comportant des documents inédits sur l'assassinat de Brune, d'un complot entre gens de haut lignage. C'est pourquoi, écrit-il, après la catastrophe, magistrats, fonctionnaires et officiers royalistes estimèrent opportun d'opter pour une solution prudente qui ménagerait l'avenir. Par raison d'État, tous décidèrent d'accréditer l'infâme version du suicide. Pas tous, en réalité, puisque le maire, Guillaume Puy, son adjoint, Belac, et le chirurgien du maréchal Allard refusèrent, malgré la pression, de signer le procès-verbal. Écœuré et déprimé, Guillaume Puy repartit sans même saluer le préfet, complice pour lui, certes par raison d'État, de cette mascarade. Je voudrais signaler que Guillaume Puy, connu dans la cité papale pour son honorabilité et son esprit tolérant, avait été nommé maire en 1795 et qu'il continua à exercer cette magistrature sous l'Empire, la Restauration, les 100 jours et la Seconde Restauration. Napoléon l'appelait le maire modèle, car son intégrité était reconnue par tous. Le 19 août, le préfet Saint-Chamand écrira à son ministre de l'Intérieur à propos de Guillaume Puy « Il n'est et ne sera jamais l'homme du gouvernement. C'est l'homme de la ville. Il ne tenait pas à Bonaparte. Il ne tient pas au roi. Il ne voit que le bien d'Avignon. » Il n'assista pas au lamentable pillage qui suivit son départ de l'hôtel du Palais ce 2 août, en fin d'après-midi. Tous les effets personnels du maréchal seront emportés. Dans la chambre même où il se trouvait, ses bottes à la russe lui seront arrachées et exhibées en guise de trophée. Nous avons vu également le terrible sort réservé à sa dépouille. Lorsque celle-ci refit surface dans les eaux du Rhône, pastichant les honneurs militaires,
Des excités la fusillèrent pendant plus d'une heure. Une main anonyme écrivit alors sur une poutre du parapet du pont d'où elle avait été précipitée: « Ici est le cimetière du maréchal Brune, 11 août 1815. » Et on chanta et dansa sur le pont et dans toute la ville jusque tard dans la nuit, à la lueur des flambeaux. Un témoin du drame, un bourgeois honorable et pacifique, rapportera dans une lettre à sa famille: « Ah, nous nous sommes bien amusés. Nous avons eu une réjouissance charmante. Nous avons dansé la farandole. On a assassiné le maréchal Brune. On l'a traîné ensuite et jeté dans le Rhône. Cela ressemblait à un carminatif. On lui a donné un avant-garde et une arrière-garde d'invalide. » Emporté par le fleuve, pendant plusieurs jours, le cadavre continua à flotter. Et gare surtout à celui qui aurait eu la fâcheuse idée de le retirer des eaux. Un matin, le jardinier, Amédée Pichot, retrouva un corps méconnaissable et l'enterra en grand secret sur les terres du baron de Chartreuse, non loin de Tarascon. Contacté en 1817 par Angélique, le baron fit déterrer le corps en pleine nuit et le restitua les ossements de son époux. Conduit au château de Saint-Just-Sauvage dans la Marne, il fut replacé sous un catafalque dans une chapelle ardente où la maréchale passa de longues heures en prière pendant des années. À sa mort, en 1829, les ossements de Brune furent transférés à ses côtés dans le caveau familial. Nous connaissons donc les noms des assassins du maréchal Brune. Mais la seconde question que l'on peut se poser est la suivante. Ces gens égarés jusqu'au délire, de bons pères de famille, des hommes honnêtes et sans histoire, n'avaient-ils pas été manipulés? Cette foule, sans foi ni âme, n'avait-elle pas été dirigée par un meneur, le véritable instigateur de ce massacre? Comme on l'a vu précédemment, Antoine de Carly évoqua un complot entre gens de haut lignage, mais rien ne confirme vraiment cette thèse. En revanche, la présence d'un meneur est possible, et même probable. On l'a très souvent constaté au cours de l'histoire, lors des grands mouvements de foule spontanés, il y a généralement une ou plusieurs personnes qui entraînent les autres. Dans l'hypothèse d'une foule manipulée ou dirigée par un meneur, ce qui me semblerait vraisemblable, plusieurs pistes peuvent être envisagées. Mais, il faut bien le reconnaître, toutes aussi rocambolesques les unes que les autres. Trois, pourtant, pourraient être un peu plus sérieuses. La piste Coligny, la piste Robert et la piste Soulier. La première nous ramène à la malheureuse princesse de Lamballe, dont on se souvient de l'atroce fin lors des massacres de septembre 1792. Lors de ces événements, il faut savoir que, contrairement à ce qui sera dit et propagé calomnieusement plus tard, et nous verrons d'où venaient ces rumeurs, Brune, qui était capitaine, se trouvait alors à Radenac, près de Thionville, au nord-est de la France, et n'était donc pas présent dans la capitale. On sait aujourd'hui que ce sont les dénommés Charlat et Grison qui brandirent la tête et le cœur de l'infortunée princesse. Pour éviter d'être jugé, Charlat s'engagera dans l'armée où il fut tué, et Grison sera condamné à mort et exécuté à Troyes. Les chroniqueurs rapportent qu'un domestique de la maison de la princesse retrouva la tête et la ramena chez lui. J'ai découvert que cet homme,
était un Italien. Il s'appelait Francesco Colini, et qu'il était en fait le frère de lait de la princesse. Il lui était donc très attaché, faisant office de secrétaire. Quand elle épousa Louis-Alexandre de Bourbon, prince de Lamballe, fils du duc de Penthièvre, il devint régisseur des terres du couple, et à la mort du prince, il suivit sa veuve à Versailles auprès de la reine Marie-Antoinette. On perd sa trace quelque temps après le drame. Or, en 1810, un certain Colin, François Colin, fonda en Avignon une fabrique de bougies, chandelles et cierges, et il devint l'un des principaux fournisseurs du clergé avignonnais. Ce François Colin vivait seul, et on ne connaissait rien de son passé. C'était toutefois un ardent royaliste qui allait s'investir peu à peu dans les milieux politiques, se réclamant de l'Ancien Régime. Au cours de la première Restauration, et surtout de la seconde, et du déclenchement de la Terreur blanche, il s'illustra dans des exactions commises contre des bonapartistes et des républicains. Alors, peut-on penser que ce François Colin n'était autre que Francesco Colini, et que, persuadé de l'implication de Brune dans les atrocités commises contre sa sœur de lait, il ait voulu la venger en attisant la haine de la foule contre le maréchal. Rien ne permet pourtant d'étayer cette hypothèse, et il semblerait que ce François Colin soit parti en Amérique pour d'obscures raisons durant l'été 1816. La seconde piste nous conduit au propre passé révolutionnaire de Guillaume Brune. Au moment où il achète sa petite imprimerie, il devint membre du club des Cordeliers et il se lia d'amitié avec Danton, son fondateur. L'impétueux orateur devint ministre de la Justice en 1792. Il avait pour secrétaire un certain François Robert, avocat comme lui et député de Paris. Hébertiste, ultra-révolutionnaire, François Robert dut quitter la France car régicide, et il s'établit alors marchand de liqueurs à Bruxelles, sa ville natale. Il y mourra en 1820 à l'âge de 64 ans. Brune connut bien François Robert, dont il partageait les idées pour l'essentiel, mais aussi son frère Nicolas, prêtre défroqué qui, dans les années 1790, était encore bien plus exalté et radical. Il échappa à la guillotine en se réfugiant, sous une fausse identité, dans le Midi, près de Morières-les-Avignon. Après la Révolution, il vécut de petits commerces plus ou moins illicites et de brocantes. Il restait un républicain radical, mais dissimulait prudemment ses opinions. Ce Nicolas Robert, profondément amer et retors, aurait infiltré en 1815 le milieu royaliste avignonnais en se faisant appeler Robert le Pieux. Par vengeance contre celui qui fut un ami de Danton et un proche d'Hébert et de François Robert, et qu'il considérait comme un traître à ses idéaux républicains, puisqu'il avait rallié dès 1795 le tyran Napoléon, dont il devint l'un des maréchaux, Nicolas l'aurait désigné à ses camarades comme l'un des plus féroces acteurs des massacres de septembre, et le nom de la princesse de Lamballe fut à nouveau prononcé en tant que l'une de ses victimes les plus emblématiques. Pourquoi cet acharnement? Sans doute parce qu'il lui vouait une haine implacable, pour les raisons que j'ai citées, certes, mais aussi, surtout, parce qu'à la suite d'une altercation pour une dette de jeu, en sortant d'une taverne, Brune lui aurait asséné un violent coup de poing. François Robert aurait même pu être l'homme qui aurait fourni la carabine à Roquefort. On a vu que c'est la balle tirée de cette carabine
qui eut raison du maréchal. Mais tout cela reste dans le domaine des hypothèses, voire de l'imaginaire. En revanche, ce qui semble sûr, c'est que moins d'un an plus tard, Soulier et ses hommes découvrirent le passé de l'ancien prêtre défroqué et que celui-ci ait rejoint sa victime dans le Rhône. Ceci nous amène à la troisième piste, la piste Soulier. Ce Soulier est, on s'en souvient, celui qui entra le premier avec une quinzaine d'hommes dans la chambre où se trouvait Brune en train d'écrire à son épouse. Il interpella grossièrement le maréchal en l'accusant d'avoir assassiné la princesse de Lamballe, puis lança « Le moment approche où tu vas recevoir la peine due à tes crimes !» En 1815, une bande de nervis royalistes, les Verdets, terrorisait leurs concitoyens soupçonnés d'être ou d'avoir été favorables à la République ou à l'Empire. Ils portaient une cocarde verte, couleur du comte d'Artois, le chef des ultra-royalistes, futur Charles X. En Avignon, ils étaient sous les ordres du négociant en soie Soulier. Le père de Soulier était président du tribunal et de la chambre de commerce. Dès la mi-juillet, ce fils de notable, assuré de l'impunité, et son compère, qui n'était autre que Lambeau, commencèrent à faire régner la terreur blanche dans la cité papale, leur place forte étant le quartier des fusteries, surnommé la Vendée. Ils saccagèrent des cafés considérés comme républicains ou bonapartistes, comme le café de Loul et celui du Méridien, pillèrent et incendièrent des dizaines de maisons, dont la corderie de Fabre, dit Montagne, qui brûla pendant 2 jours. Des centaines de personnes furent des invalides fédérés, pères, frères ou femmes de fédérés, furent incarcérés et torturés. Beaucoup furent noyés dans le Rhône, un boulanger fut précipité dans son pétrin ardent. Le quartier le plus visé d'Avignon était celui de la Balance, au pied du palais des papes, où résidaient artisans et cultivateurs partisans de Napoléon. Guillaume Puy, le maire d'Avignon, dénonça fermement ces violences, mais la justice, par crainte, se refusa à condamner ceux qui perpétraient ces exactions et ces crimes. Soulier était un être irascible, ambitieux et névrosé. Il se disait persuadé que ses ancêtres appartenaient à une grande famille de la noblesse méridionale, et il accusait son père d'avoir brûlé tous les documents pouvant le prouver. Ses difficultés personnelles, tant dans la gestion de ses affaires que dans sa vie privée, il les attribuait à la République et à l'Empire. Un jour, il en était sûr, le roi reconnaîtrait ses mérites et ses origines aristocratiques et le récompenserait. Mais il fallait faire ses preuves. Le passage dans la cité papale d'un général d'Empire, de surcroît républicain, et qui avait, dit-on, du sang dans les mains, était une aubaine pour lui. Même si son action ne fut peut-être pas déterminante, on peut penser que Soulier usa de tout son zèle pour entraîner les Verdets, et bien au-delà, dans cette lamentable affaire. Deux siècles après, bien des mystères entourent toujours la mort affreuse du maréchal Brune. Angélique, l'épouse du maréchal, était une femme déterminée et tenace. Pendant des années, elle s'efforcera de briser la thèse du suicide. Cette thèse avait été reprise à Paris par le Drapeau blanc, journal ultra, qu'elle attaqua devant les tribunaux. Elle s'efforça également de confondre les assassins de son mari et d'obtenir justice. Ce n'est qu'en 1821,
l'année même de la mort de Napoléon dans son exil de Sainte-Hélène, qu'après de multiples démarches, elle obtint du roi que s'ouvre enfin, avec l'aide de l'avocat André Dupin, le procès des assassins présumés de son mari à la cour d'appel de Riom. Il n'aboutira pas à grand-chose. Le marinier Guindon, dit Roquefort, qui avait tiré le coup de feu mortel, fut condamné à mort par contumace, mais il n'en continua pas moins à vivre en Avignon sans être inquiété, quelques riches royalistes subvenant à ses besoins. Quant à Fargès, il mourut quelques années plus tard sans être inquiété. Toutefois, à Riom, il sera reconnu officiellement que le maréchal n'avait pas porté la tête de la princesse de Lamballe, qu'il n'était coupable d'aucune malversation et qu'il ne s'était pas suicidé. Justice fut donc rendue à sa mémoire. Ce fut une petite victoire pour Angélique. Brune restera pour la postérité la victime expiatoire du fanatisme des hommes. Mais, dans l'esprit des gens, au fil des années, il sortit grandi de son supplice. Le destin, voyez-vous, s'applique souvent à réaliser une œuvre harmonieuse. La vie de Guillaume Brune est un roman d'aventure dont la fin ne serait ni morale ni dramatique si le héros était mort tranquillement dans son lit. Je vous remercie.